Mon père m'a frappé devant 39 personnes. Ma mère a ri, mon frère a applaudi en disant « Bien fait pour toi ». Mais il ignorait une chose. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels qui ont complètement détruit leur vie. Quand ils ont découvert qui j'étais vraiment, il était déjà trop tard. Je m'appelle Amanda, j'ai 32 ans, et jusqu'au mois dernier, j'étais le paillasson de la famille. Lors de notre réunion annuelle, mon père m'a frappé en plein visage devant 39 membres de la famille quand j'ai enfin osé me défendre. Le pire, c'est que ma mère a ri pendant que mon frère Justine applaudissait en disant « Bien fait pour toi ». Ils ne se doutaient pas que la fille discrète qu'ils avaient malmenée pendant des décennies avait le pouvoir de détruire tout ce qui leur était cher. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels qui ont changé notre famille pour toujours. Avant de continuer mon histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En grandissant à Fairfield, dans le Connecticut, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre d'attente que je ne pourrais jamais satisfaire. Notre maison de style colonial avec ses 5 chambres, sa pelouse manucurée et sa clôture blanche semblaient parfaites de l'extérieur. Mais entre ces murs, j'ai appris très tôt que ma valeur était liée à ma capacité à plaire à mon père, Richard. Papa a bâti sa société de services financiers à partir de rien, la transformant en une puissance régionale avec plus de 300 employés. Son succès en affaires, cependant, s'accompagnait d'un tempérament qui donnait à notre maison l'impression d'un champ de mines. Un faux pas, un commentaire qui lui déplaisait, et l'explosion suivait. Sa colère était légendaire parmi les membres de la famille, bien que soigneusement cachée à ses associés et amis. Un Gordon ne montre jamais de faiblesse, nous rappelait-il au dîner. Un Gordon impose le respect. Mais dans notre foyer, le respect était à sens unique. Papa l'exigeait de manière absolue sans jamais en donner en retour, surtout à moi. Ma mère, Catherine, jouait son rôle de parfaite femme au foyer de banlieue avec une précision étudiée. Ses cheveux blonds étaient toujours coiffés, ses vêtements impeccables, et son sourire prêt pour les invités. Mais derrière les portes closes, elle était la plus fidèle complice de mon père. « Ton père travaille si dur pour cette famille », disait-elle chaque fois que je pleurais après une de ses tirades. « La moindre des choses que tu puisses faire est de ne pas le contrarier. Tu sais comment il est. » Et puis il y avait mon frère Justine, de 3 ans mon aîné et l'enfant chéri incontesté. Il a suivi notre père dans les affaires, rejoignant son entreprise dès sa sortie de l'université. Tandis que je luttais pour obtenir un seul mot d'éloge, Justine recevait des affirmations constantes. « C'est mon garçon », disait papa en lui tapant dans le dos après qu'il ait partagé le moindre accomplissement. « Tu as le sens des affaires des Gordons. » Mes réussites scolaires n'ont jamais mérité une telle reconnaissance. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention de Northwestern, avec une double spécialisation en finance et en économie, mon père a simplement hoché la tête et dit « Espérons que tu pourras vraiment en faire quelque chose ». Je me souviens d'être assise dans ma chambre d'étudiante après ce commentaire, fixant mon diplôme et me demandant pourquoi je m'efforçais encore tant d'obtenir son approbation. Pourtant, une partie désespérée de moi n'a jamais cessé de la chercher. Malgré le mépris pour mes accomplissements universitaires, je me suis bâti une solide carrière d'analyste financière. Chaque cabinet pour lequel je travaillais était plus prestigieux que le précédent, et je gravissais les échelons grâce à mon talent et ma détermination plutôt qu'à des relations familiales. Pourtant, lors de nos dîners dominicaux obligatoires, mes réussites professionnelles étaient traitées comme de mignonnes distractions en attendant que je me case avec le bon homme. Amanda joue à la femme d'affaires, disait ma mère à ses amis lors des événements caritatifs auxquels j'étais obligé d'assister. Mais elle finira par trouver le bon. Elle est juste un peu tardive. Ces commentaires me blessaient, surtout lorsque j'accédais à des postes de direction exigeant des semaines de 60 heures et un engagement total. Mes relations amoureuses souffraient du poids de ma carrière et de la désapprobation de ma famille. Mon dernier petit ami, Thomas, a rompu après 6 mois lorsque j'ai annulé notre escapade de week-end pour aider ma mère à organiser une garden party. « Tu ne feras jamais passer personne avant ta famille », a-t-il dit en faisant ses valises. Et le plus triste, c'est qu'il ne l'apprécie même pas. Il avait raison. Bien sûr, je maintenais une distance physique en vivant en ville, mais émotionnellement, je restais lié à leur approbation. Chaque réussite était mesurée à l'aune de sa capacité à enfin mériter le respect de mon père. Chaque promotion était une occasion de prouver ma valeur. Il y a 2 mois, tout a changé. On m'a offert un poste de direction chez Blackwood Financial, l'un des cabinets les plus prestigieux du pays. Le salaire était le double de ce que je gagnais, l'équipe exceptionnelle,
et l'opportunité exactement ce pourquoi j'avais travaillé pendant une décennie. Ce qui le rendait encore plus significatif, c'est que Blackwood était réputé pour ses normes éthiques et ses pratiques transparentes, des valeurs qui me sont chères. Il n'y avait qu'une seule complication, Blackwood était parfois en concurrence avec l'entreprise de mon père pour certains clients. Rien de directement conflictuel, mais assez de chevauchement pour que je sache qu'il pourrait le voir comme une trahison. Pourtant, après des semaines de réflexion, j'ai accepté le poste. Pour une fois, j'ai choisi ma carrière plutôt que les potentielles répercussions familiales. À l'approche de notre réunion de famille annuelle, j'ai décidé que ce serait le moment où je partagerais enfin ma nouvelle. Peut-être pensais-je naïvement que la réussite serait si importante que même mon père devrait reconnaître mon succès. Avec 40 membres de la famille comme témoins, il offrirait sûrement au moins des félicitations de pure forme. Comme je me trompais, d'une manière absolument catastrophique. Le jour de la réunion est arrivé avec un temps parfait de début d'été. En entrant dans l'allée circulaire de mes parents, j'ai vu la collection de voitures de luxe déjà alignées. J'ai ajusté ma robe bleu marine, appliqué une nouvelle couche de rouge à lèvres et me suis rappelé que j'étais une professionnelle accomplie sur le point de le devenir encore plus. Cette certitude serait mon armure. Ma mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, son regard critique me balayant immédiatement de la tête aux pieds. « Amanda, ma chérie, te voilà enfin. » Tout le monde est déjà là. Elle m'a fait la bise dans le vide, près de mes joues, en faisant attention de ne pas abîmer son maquillage. Cette robe n'est-elle pas un peu trop formelle pour une réunion de famille? Et tu as l'air fatigué. Est-ce que tu manges correctement? Avant que je puisse répondre, elle se détournait déjà, interpellant ma tante Patricia au sujet du nouveau traiteur qu'elle avait engagé. Certaines choses ne changeaient jamais. J'ai traversé la maison, m'arrêtant pour saluer des parents que je n'avais pas vus depuis l'année précédente. Oncle Robert et tante Jean m'ont posé des questions sur mon travail, semblant sincèrement intéressés jusqu'à ce que Justine apparaisse, passant son bras autour de mes épaules avec une fausse camaraderie. La petite sœur joue toujours avec ses tableurs, annonça-t-il avec un petit rire qui réduisait toute ma carrière à un jeu d'enfant. Pendant ce temps, je viens de conclure le contrat Henderson. 7 chiffres, avec un potentiel de 8 l'année prochaine. C'est merveilleux, Justine, dit tante Jean, reportant immédiatement son attention sur lui. Ton père doit être si fier. Je me suis dégagé de son emprise et me suis dirigé vers la terrasse arrière où mon père tenait salon. Il racontait une de ses anecdotes de guerre commerciale à un auditoire captif de parents masculins, un verre de scotch à la main. Quand il m'a vu, il a fait un bref signe de tête avant de continuer son histoire sans pause. Tout au long de l'après-midi, les petits moments de mépris se sont accumulés comme des coups d'épingle. Quand j'ai mentionné une stratégie financière que j'avais développée pour un client, ma mère m'a interrompu pour me demander si j'avais déjà trouvé quelqu'un de spécial. Quand j'ai aidé dans la cuisine, ma tante s'est demandé à voix haute pourquoi une si jolie fille était encore célibataire à son âge. Quand j'ai rejoint une conversation sur les tendances du marché, Justine a parlé plus fort que moi jusqu'à ce que je me taise. Le pire moment est arrivé lorsque j'ai surpris une conversation de mes parents dans la cuisine en revenant des toilettes. Amanda a l'air fatiguée, a dit ma mère. Tout ce travail et pas de vie personnelle, ça la vieillit. Si elle avait le sens des affaires de Justine, peut-être que le travail en vaudrait la peine, a répondu mon père. Mais elle a toujours été trop tendre, trop préoccupée par l'éthique et les sentiments plutôt que par les résultats. C'est pour ça qu'elle n'atteindra jamais le sommet. Je me suis figé dans le couloir, leurs mots frappant plus fort qu'ils ne l'imaginaient. Après 13 ans à construire ma carrière, j'étais sur le point d'atteindre un sommet qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Et pourtant, ils me voyaient toujours comme la déception de la famille. À 16h30, ma mère a annoncé que le dîner serait servi à 18h précise dans la salle à manger principale. Tandis que les invités se dispersaient pour se rafraîchir, je me suis retiré dans mon ancienne chambre, désormais transformée en chambre d'amis sans aucune trace visible de mon enfance. Assise sur le bord du lit, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Le visage qui me regardait était celui d'une femme accomplie, pas la jeune fille peu sûre d'elle qui avait quitté cette maison. J'avais gagné mon succès par mon intelligence et mon travail acharné. Pourquoi cherchais-je encore la validation de gens qui ne m'avaient jamais soutenu? Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Je ferai mon annonce au dîner, non pas pour leur approbation, mais comme une déclaration d'indépendance. J'en avais fini de me rabaisser pour apaiser leurs égos. Quand je suis descendu, la salle à manger principale avait été transformée. L'immense table en acajou brillait sous le lustre,
dressés avec la plus belle porcelaine et le cristal de ma mère. Des cartons de placement positionnaient les membres de la famille selon la hiérarchie sociale complexe de ma mère. Ma place était près du bout, entre une cousine au 2e degré de ma mère et une grand-tante âgée et malentendante. Mon père était assis en bout de table, naturellement. Justine à sa droite, ma mère à sa gauche. Le cercle du pouvoir de la famille Gordon n'avait jamais été subtil. Tandis que les serveurs apportaient le premier plat, les conversations fusaient autour de la table. La fille de tante Patricia attendait son 2e enfant. Le cousin William avait acheté une maison de vacances dans les Hamptons. Le fils de l'oncle David avait été accepté à Princeton. Je mangeais ma soupe en silence, attendant le bon moment. Il est arrivé pendant le plat principal, lors d'une brève accalmie dans la conversation alors que les gens se concentraient sur la découpe de leur steak parfaitement cuit. « J'ai une nouvelle que j'aimerais partager », dis-je, ma voix portant clairement à travers la table. 40 paires d'yeux se sont tournés vers moi avec divers degrés d'intérêt. J'ai accepté un nouveau poste, continuai-je en redressant les épaules. Stratège financière senior chez Blackwood Financial. Il y eut un moment de silence impressionné avant que la fourchette de mon père ne claque contre son assiette. Blackwood, répéta-t-il, sa voix dangereusement calme. Mes concurrents. Ils ne sont pas un concurrent direct, papa, clarifiai-je. Il y a un certain chevauchement dans les services, mais des bases de clients et des approches différentes. Des approches différentes, en effet, dit-il, le visage rougeoyant. Ils cassent les prix des entreprises établies avec des promesses tape à accent grave-l'œil et des balivernes progressistes. En réalité, ils sont connus pour leurs pratiques éthiques et leur transparence, corrigez-je avant de pouvoir me retenir. Leur taux de fidélisation des clients est le plus élevé du secteur parce qu'ils fournissent des résultats constants sans frais cachés ni astuces comptables. La table devint silencieuse. Personne ne contredisait jamais Richard Gordon. Surtout pas à sa propre table, et absolument jamais sa propre fille. « Qu'est-ce que tu insinues exactement à propos de mes pratiques commerciales » demanda-t-il, sa voix baissant jusqu'au ton calme qui avait toujours précédé ses pires crises de colère. J'aurais dû reculer. Pendant 32 ans, ça avait été mon rôle dans la famille. Mais assise là, entourée de parents qui avaient été témoins de mon rabaissement systématique année après année, quelque chose en moi refusa de battre en retraite. Je n'insinue rien sur ton entreprise, papa. Je te parle de la mienne, d'une opportunité que j'ai gagnée par mon travail acharné et mon talent, pas par des relations familiales. Pour une fois dans ma vie, j'apprécierais que tu dises simplement « félicitations ». Le silence qui suivit ma déclaration sembla s'étirer à l'infini. Je pouvais entendre le léger tintement des glaçons dans les verres d'eau et le tic-tac lointain de l'horloge grand-père dans le couloir. Le visage de mon père passa par plusieurs nuances de rouge tandis qu'il assimilait mes paroles. « Félicitations, dit-il enfin, sa voix faussement douce. Tu veux des félicitations pour avoir trahi ta famille, pour avoir pris tout ce que je t'ai appris et l'avoir utilisé au profit de mes concurrents? Il ne s'agit pas de toi, répliquai-je, luttant pour garder ma voix stable. Il s'agit de ma carrière, de mon avenir. Blackwood m'offre l'opportunité de travailler avec leurs meilleurs clients et d'aider à façonner la stratégie de l'entreprise. Tout en utilisant des informations privilégiées sur mes pratiques commerciales, contrat-il, la voix montant. Des informations que tu as recueillies assises à cette même table. Plusieurs parents se tortillèrent mal à l'aise sur leur chaise. Ma cousine Elisa étudia son assiette avec un intérêt soudain tandis que l'oncle Robert faisait semblant d'ajuster sa cravate. C'est ridicule, dis-je. Je n'ai jamais utilisé d'informations de manière inappropriée. Je suis une professionnelle avec ma propre expertise et ma propre réputation. Ma mère posa sa main sur le bras de mon père dans un geste destiné à le calmer, mais ses paroles jetèrent de l'huile sur le feu. Richard, peut-être qu'Amanda n'a pas bien réfléchi. Elle a toujours été impulsive dans ses choix de carrière. Je suis sûr qu'elle peut les appeler demain et décliner. Je ne décline rien, déclarai-je fermement. J'ai signé le contrat. Je commence dans 2 semaines. Justine éclata de rire, un son cassant et condescendant. Amanda, typique. Elle croit toujours mieux savoir que tout le monde. Papa a bâti une entreprise pendant 30 ans, mais bien sûr, tu en sais plus que lui sur le secteur. Je n'ai jamais dit ça, répondis-je, ma frustration montant. Il ne s'agit pas de comparer nos connaissances. Il s'agit de mon droit à poursuivre ma propre carrière. Ta carrière? La voix de mon père gronda à travers la table. Tu n'aurais pas de carrière si je n'avais pas payé pour ta fichue éducation de luxe.
Tout ce que tu sais, tu l'as appris grâce à moi, grâce à cette famille. J'ai travaillé pour payer mes études supérieures, le corriger jeu. Et j'ai remboursé chaque centime de mes prêts de premier cycle. Ma carrière est la mienne, bâtie par mes propres efforts. Comment oses-tu, tonna Théil, frappant du poing sur la table assez fort pour faire sauter les verres en cristal. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En devenant une traîtresse d'entreprise. Les accusations familières étaient conçues pour me faire me recroqueviller, m'excuser et battre en retraite comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Je n'étais plus la fille peu sûre d'elle, désespérée d'obtenir de l'approbation. J'étais une professionnelle de la finance qui avait mérité son succès. C'est exactement pour ça que je ne te parle jamais de mes réussites, dis-je, ma voix se raffermissant. Tu ne supportes pas que j'ai réussi par mes propres mérites. Que je n'ai pas besoin de ton approbation ou de tes relations. Que j'ai bâti quelque chose pour moi-même qui n'a rien à voir avec le nom Gordon. Ma mère eut un hoquet. Amanda, demande pardon à ton père immédiatement. Pourquoi? Pour avoir eu une pensée indépendante? Pour avoir bâti ma propre carrière? Pour refuser de prétendre que je suis moins que ce que je suis pour protéger son ego. Mon père repoussa sa chaise si violemment qu'elle bascula en arrière, s'écrasant sur le sol. Le bruit résonna dans la salle à manger alors qu'il se levait, les poings serrés. Espèce de petite garce ingrate, gronda Théil, utilisant un mot que je ne l'avais jamais entendu prononcer. Tu crois que tu as accompli quoi que ce soit sans le nom Gordon derrière toi? Tu n'es rien sans cette famille. Richard, s'exclama ma tante Patricia, choquée par son langage. Mais il était au-delà de toute raison, la rage transformant ses traits familiers en quelque chose de monstrueux. Il contourna la table dans ma direction tandis que les invités se recroquevillaient sur leurs chaises. Je restai sur mes positions, refusant de me laisser intimider. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter ton approbation. Rien n'a jamais été assez bien. Aucune réussite n'a jamais compté. J'en ai fini de me rabaisser pour apaiser ton ego. Il m'atteignit avant que quiconque puisse intervenir, bien qu'avec le recul, personne n'essaya. Ce qui se passa ensuite se produisit si rapidement que de nombreux parents affirmèrent plus tard ne pas l'avoir vu clairement. La main droite de mon père décrivit un large arc, son poing percutant ma pommette gauche avec assez de force pour me projeter sur le côté, contre le mur. Une douleur explosa sur mon visage tandis que je sentais le goût du sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma joue. La salle à manger éclata en halètements et en exclamations. À travers le bourdonnement dans mes oreilles et le choc de la douleur, j'entendis quelque chose qui me coupa plus profondément que le coup physique. Un rire. Le rire aigu et nerveux de ma mère, celui qu'elle utilisait toujours dans les situations sociales inconfortables. Richard, vraiment, dit-elle, comme s'il avait simplement utilisé la mauvaise fourchette au lieu d'agresser leur fille. Pas pendant le dîner. Puis la voix de Justine, claire et satisfaite, bien fait pour toi. Peut-être que ça te remettra les idées en place. Je me redressai lentement, une main contre ma joue lancinante, et regardai autour de la table. 39 visages me fixaient avec des expressions allant du choc à l'inconfort, en passant par une fascination morbide. Personne ne se leva. Aucun parent ne bougea pour m'aider ou affronter mon père. Du sang coulait de ma lèvre fendue sur la nappe blanche immaculée de ma mère. La métaphore parfaite de notre famille, une apparence de perfection, tachée par la violence juste sous la surface. Sans un mot, je me suis retourné et j'ai marché d'un pas sur hors de la salle à manger, à travers la cuisine et par la porte de côté jusqu'à ma voiture. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a suivi pour voir si j'allais bien. En m'éloignant de la maison, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ma joue gauche était déjà en train d'enfler, une marque rouge foncée apparaissant là où les jointures de mon père avaient touché mon visage. La douleur physique n'était rien comparée à l'éclatement final de l'illusion que ma famille pourrait un jour m'accorder de la valeur. Je conduisis en état de choc, guidé par un réflexe jusqu'à un hôtel à 20 minutes de la maison de mes parents. À la réception, j'ai gardé mon côté blessé à l'écart, expliquant rapidement que j'avais besoin d'une chambre pour la nuit. Le réceptionniste, occupé au téléphone, a à peine levé les yeux en traitant ma carte de crédit et en me tendant une carte clé. Une fois dans la chambre d'hôtel anonyme, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et j'ai évalué les dégâts. Ma joue gauche était enflée, un hématome s'assombrissant sur ma pommette. Ma lèvre inférieure était fendue au coin, du sang séché formant une croûte le long du bord. J'avais l'air d'une victime, et cette prise de conscience m'a rempli d'un mélange de honte et de rage.
Pendant 32 ans, j'avais été la peste-tension de la famille. Celle qui aplanissait les conflits, qui acceptait les critiques sans se plaindre, qui minimisait ses propres réussites pour ne pas menacer les égos masculins fragiles. Et ma récompense, un coup de poing au visage devant toute la famille élargie, suivi de rires et de moqueries. J'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel, pas de message. Pas de ma mère demandant si j'étais en sécurité. Pas d'un seul des 39 parents qui avaient été témoins de la violence de mon père. Pas même de tant de gens, qui m'avaient toujours lancé des regards de sympathie lors des réunions de famille. Cette absence de préoccupation en disait long. C'était la dynamique familiale mise à nu. Je ne valais pas la peine qu'on s'inquiète pour moi. Ma sécurité physique et émotionnelle était sans importance comparée au maintien de la fiction de la perfection de la famille Gordon. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, une poche de glace pressée contre mon visage, et je me suis permis de me souvenir de moments que j'avais passé des années à refouler. À 7 ans, pleurant parce que j'avais obtenu la meilleure note en maths de ma classe, mais mon père était trop occupé à louer le but de Justine au football pour regarder ma copie. À 12 ans, entendant ma mère dire à son ami que si Justine avait hérité du sens des affaires des Gordon, j'aurais, je l'espérais, au moins la chance de trouver un mari qui ait réussi. À 16 ans, remportant un prestigieux concours d'économie, pour que mon père se demande si les juges n'avaient pas baissé leurs standards pour les filles. À 22 ans, ramenant à la maison mon premier petit ami sérieux, pour voir mon père passer tout le dîner à l'interroger sur ses perspectives de carrière pendant que ma mère critiquait ma cuisine, mon apparence et mes compétences conversationnelles. À 27 ans, me faisant refuser une promotion dans mon premier cabinet financier, pour découvrir que mon père avait appelé le directeur général pour suggérer que je n'étais pas prête pour des responsabilités supplémentaires. Le schéma était clair, constant, et ne changerait jamais à moins que je ne le force à changer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon serveur de travail sécurisé. Dans le cadre de mes vérifications préalables avant d'accepter le poste chez Blackwood, j'avais fait des recherches sur les conflits d'intérêts potentiels. Ce que j'avais découvert sur les pratiques commerciales de mon père m'avait choqué, mais la loyauté familiale m'avait empêché d'agir sur cette information. Son entreprise s'était livrée à de multiples cas de facturation douteuse, de stratégies fiscales flirtant avec l'illégalité et, dans au moins 3 cas, à une fausse déclaration pure et simple des performances d'investissement aux clients. Rien qui ne déclencherait nécessairement une action réglementaire automatique, mais certainement des pratiques qui détruiraient la confiance des clients et la réputation de l'entreprise si elles étaient exposées. J'avais sauvegardé la documentation, me disant que c'était par rigueur professionnelle plutôt qu'un moyen de pression potentielle. Maintenant, en regardant les fichiers, je réalisais que j'avais toujours su, à un certain niveau, que ce moment pourrait arriver. Le moment où la loyauté familiale entrerait en conflit irréconciliable avec l'intégrité personnelle. Mon père avait bâti son succès en partie par l'intimidation et la peur. Les employés qui remettaient en question ces pratiques étaient licenciés et mis sur liste noire dans le secteur. Les clients qui se plaignaient étaient menacés de batailles juridiques coûteuses. Les membres de la famille qui contestaient son autorité étaient humiliés et ostracisés. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager d'utiliser le pouvoir que j'avais tranquillement accumulé. J'avais bâti ma propre réputation professionnelle, établi des contacts dans tout le secteur financier et compilé des preuves des malversations commerciales de mon père. J'avais les moyens de le tenir pour responsable, non seulement pour des décennies d'abus émotionnels, mais aussi pour sa mauvaise conduite professionnelle. Les implications éthiques n'étaient pas simples. Exposer mon père affecterait des employés innocents de son entreprise. Cela dévasterait le statut social de ma mère, la seule monnaie qu'elle valorisait vraiment. Cela détruirait l'héritage et l'avenir de Justine. Cela diviserait la famille élargie en factions. Mais laisser les abus se poursuivre sans contestation me détruirait, moi. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour et le respect de personnes incapables de donner l'un ou l'autre. L'agression physique n'avait fait que rendre visible la violence qui avait toujours existé sous la surface de notre relation. Alors que minuit approchait, j'ai fait 3 listes distinctes, les personnes qui pourraient m'aider, les conséquences potentielles de l'action par rapport à l'inaction, et ce que j'espérais accomplir au-delà de la simple vengeance. À 1h du matin, ma décision était prise. Il y avait 3 appels que je devais passer, 3 conversations qui mettraient en mouvement des forces imparables. 3 contacts qui pourraient m'aider à garantir que Richard Gordon ferait face aux conséquences de ses actes, tant personnels que professionnels. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. La décision m'apportait une paix inattendue. Demain changerait tout, mais ce soir,
je pouvais me reposer, sachant que je m'étais enfin choisi, moi, plutôt que l'obligation familiale. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, le visage lancinant mais l'esprit clair. La chambre d'hôtel était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la climatisation. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, toujours aucun message de ma famille. Leur silence confirmait que je prenais la bonne décision. Après une douche et l'application soignée d'un anti-cerne sur les pires ecchymoses, je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre et je me suis préparé à passer le premier appel. Le contact était enregistré dans mon téléphone simplement comme « Michael C. ». Michael Chen était un enquêteur principal de la division des crimes financiers, quelqu'un que j'avais rencontré il y a 3 ans lors d'une conférence sur la conformité dans le secteur. Nous étions restés en contact professionnellement, nous retrouvant occasionnellement pour un café afin de discuter des changements réglementaires. J'ai composé son numéro direct et il a répondu à la 3e sonnerie. Amanda, c'est inattendu. Comment vas-tu? Sa voix était chaleureuse mais professionnelle. J'ai connu des jours meilleurs, répondis-je honnêtement. Michael, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sensible. As-tu du temps aujourd'hui pour une réunion? Il y eut une brève pause. Bien sûr. Est-ce une affaire professionnelle ou personnelle? Les deux, dis-je. J'ai des documents sur ce que je crois être de graves irrégularités financières chez Gordon Financial Services. Une autre pause, plus longue cette fois. L'entreprise de ton père. Oui. C'est une étape importante, Amanda. Es-tu certaine de vouloir continuer? Je le suis. Ce qui s'est passé récemment m'a rendu impossible de rester silencieuse. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de son bureau à 11 heures. Avant de terminer l'appel, Michael a ajouté « Documente tout sur ta situation actuelle. Prends des photos. Note exactement ce qui s'est passé. Cela pourrait devenir pertinent. » J'ai suivi son conseil, utilisant mon téléphone pour photographier mes blessures sous plusieurs angles, puis rédigeant un récit détaillé des événements de la soirée précédente. Le processus clinique de la documentation a aidé à créer une distance émotionnelle par rapport au traumatisme. À 11 heures précises, je me suis assise en face de Michael dans un coin tranquille du café. Il a grincé des dents visiblement en voyant mon visage, l'anticerne ne parvenant pas à cacher complètement les ecchymoses. Je pense que nous devrions commencer par ce qui t'est arrivé, dit-il doucement. Je lui ai donné un compte rendu concis du dîner de famille, de la réaction violente de mon père à mon nouveau travail et des réponses troublantes de ma mère et de mon frère. Pendant que je parlais, Michael prenait des notes, son expression devenant de plus en plus grave. As-tu déposé une plainte à la police? Pas encore. Cela fait partie de mon 2e appel aujourd'hui. Il hocha la tête. Maintenant, à propos de la documentation financière que tu as mentionnée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré les fichiers que j'avais compilés. Des preuves de manipulation des frais clients, des documents fiscaux avec des déductions douteuses, des emails discutant de la manière de contourner les exigences de déclaration, et des feuilles de calcul montrant des divergences entre les rendements réels et ce qui était rapporté aux clients. Michael a tout examiné attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification. Après près d'1 heure, il a refermé l'ordinateur portable et m'a regardé droit dans les yeux. C'est plus que suffisant pour ouvrir une enquête formelle. Certaines de ces pratiques ont franchi la ligne entre la comptabilité agressive et la fraude potentielle. Tu comprends ce que cela signifiera pour ton père et son entreprise? Je comprends. Et tu es prête à fournir un témoignage formel si nécessaire? Oui. Je ne peux plus continuer à être complice par mon silence. Michael a rassemblé ses affaires. J'aurai besoin de copies de tout. Mon équipe commencera à enquêter immédiatement, mais ces cas prennent du temps. Tu dois te préparer à d'éventuelles représailles une fois que ton père sera informé de l'enquête. Je comprends. Merci, Michael. Alors que nous nous séparions, il a touché doucement mon bras. Prends soin de toi, Amanda. Ce que tu fais demande un courage extraordinaire. Mon 2e appel était pour Diana Winters, une avocate en droit de la famille réputée pour traiter des affaires de violence domestique très médiatisées. Son bureau était situé dans une maison victorienne reconvertie en centre-ville. L'intérieur était chaleureux et conçu pour mettre les clients à l'aise. Diana a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation, y compris l'historique d'abus émotionnels et l'agression physique qui en avait été le point culminant. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant, son expression compatissante mais déterminée.
Nous devons demander une injonction d'éloignement immédiate, a-t-elle dit. Avec tes blessures visibles et potentiellement de multiples témoins, nous avons des motifs pour une protection d'urgence. Est-ce que ce sera suffisant, ai-je demandé. Mon père a des ressources et des relations considérables. Nous porterons également plainte au pénal pour agression, a-t-elle expliqué. L'injonction d'éloignement n'est que le début. Nous devrons documenter chaque interaction, chaque tentative de contact, et construire un dossier complet. Ma famille fera bloc, l'ai-je prévenu. Ils nieront ce qui s'est passé ou le minimiseront. C'est courant dans les familles avec des schémas d'abus établis de longue date, a reconnu Diana. Mais tes blessures parlent d'elles-mêmes. Et parfois, une fois qu'une personne parle, d'autres trouvent le courage de faire de même. Nous avons passé les 2 heures suivantes à remplir des papiers, Diana photographiant mes blessures pour la documentation juridique et préparant la demande d'injonction d'éloignement. Au moment où j'ai quitté son bureau, les rouages de l'action en justice étaient en mouvement. Le shérif signifiera l'injonction d'éloignement dans les 24 heures, a expliqué Diana en conclusion. Ton père aura l'interdiction légale de te contacter ou de s'approcher à moins de 150 mètres de toi, de ton domicile ou de ton lieu de travail. S'il viole cette ordonnance, il sera passible d'une arrestation immédiate. Mon 3e appel était pour James Wilson, un journaliste d'investigation qui avait beaucoup écrit sur la mauvaise conduite dans le secteur financier. Nous nous étions rencontrés l'année dernière lorsqu'il m'avait interviewé en tant que source anonyme pour un article sur la discrimination de genre en finance. Il a accepté de me rencontrer dans un petit restaurant près du front de mer, loin du quartier financier où nous pourrions être reconnus. James est arrivé en jean et chemise décontractée plutôt qu'en costume habituel, une concession à la nature sensible de notre rencontre. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant mon visage. « Mon Dieu, Amanda, qui t'a fait ça ?» « Mon père », répondis-je simplement. « Et c'est lié à ce dont je veux te parler. » Au cours du déjeuner, j'ai exposé l'histoire dans ses grandes lignes. Une société de services financiers prospère bâtie sur des pratiques douteuses, une dynamique familiale basée sur l'intimidation et le contrôle, et l'agression physique qui avait finalement brisé le cycle des abus. J'ai expliqué qu'une enquête réglementaire était déjà en cours et qu'une action en justice avait été engagée, mais que la responsabilité publique était tout aussi importante. La mauvaise conduite financière prospère dans le secret, ai-je expliqué. Les clients confient leurs économies de toute une vie à des conseillers, souvent sans comprendre comment fonctionnent les frais et les stratégies d'investissement. Mon père a exploité cette confiance pendant des décennies tout en maintenant une image publique de succès et de bienséance. James a pris des notes détaillées, posant des questions occasionnelles pour clarifier des points techniques. C'est une histoire importante, a-t-il finalement dit. Une grande société financière engagée dans des pratiques potentiellement frauduleuses, dirigée par un homme dont la personnalité publique masque une violence privée. Es-tu prête pour ce que la publication signifiera? Je comprends les conséquences, l'ai-je assuré. Je peux fournir des documents pour chaque allégation concernant les pratiques de l'entreprise. Les aspects personnels sont plus difficiles à prouver, mais mes blessures parlent d'elles-mêmes. Es-tu prête à témoigner officiellement, à ce que ton nom soit cité? J'ai hésité brièvement. Au départ, je préférerais être une source anonyme concernant les irrégularités financières. La plainte pour agression deviendra publique, donc cette partie ne peut pas rester anonyme. Mais j'aimerais avoir un peu de temps avant que mon nom ne soit directement lié à l'enquête financière. James a hoché la tête. Nous pouvons travailler avec cette approche. Je devrais tout vérifier de manière indépendante et donner à l'entreprise de ton père l'occasion de répondre avant la publication. Ce processus prend généralement au moins 2 semaines. C'est parfait, dis-je. Je ne cherche pas une vengeance immédiate. Je veux un reportage factuel et approfondi qui résistera aux inévitables contestations juridiques. Alors que nous terminions notre rencontre, James a posé une dernière question. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Une fois que ce processus commencera, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai touché doucement ma joue meurtrie. J'en suis sûr. Le temps du silence est révolu. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un autre hôtel sous un pseudonyme et j'ai éteint mon téléphone. Les 3 appels avaient été passés. Les mécanismes de la responsabilité étaient en mouvement. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale, l'intégrité personnelle plutôt que la conformité sociale. J'ai dormi près de 12 heures, mon corps relâchant une tension que je n'avais pas réalisé que je portais depuis des décennies. Quand je me suis réveillé et que j'ai rallumé mon téléphone, il a explosé de notifications.
27 appels manqués de ma mère. 15 de Justine. 5 de mon père lui-même, malgré l'injonction d'éloignement qui avait vraisemblablement été signifiée. Il y avait aussi des dizaines de SMS, allant de la supplication à la menace. Amanda, appelle immédiatement. Ton père est furieux. C'est une affaire de famille qui doit être réglée en privé. Ma mère. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Papa vient de recevoir la visite d'un shérif. Règle ça tout de suite. Justine. Tu as fait une grave erreur. Appelle-moi avant que ça ne s'aggrave pour toi. Mon père. J'ai transféré les messages à Diana comme preuve de tentative de contact, puis j'ai consulté les nouvelles. Rien de public pour l'instant, mais ce n'était qu'une question de temps. J'avais mis en branle 3 processus distincts et maintenant, tout ce que je pouvais faire était d'attendre qu'ils se déroulent. Une semaine passa, puis 2. J'ai pris un congé de mon travail, expliquant à mes nouveaux employeurs chez Blackwood Financial qu'une urgence familiale nécessitait mon attention. Ils ont été étonnamment compréhensifs, prolongeant même ma date de début d'un mois sans poser de questions. Je changeais d'hôtel tous les quelques jours, une précaution que Diana avait suggérée compte tenu des ressources et du désespoir potentiel de mon père. Le 10e jour, le premier titre est apparu, une société de services financiers fait l'objet d'une enquête pour manipulation présumée des frais clients. L'article ne me nommait pas comme source, mais il détaillait de multiples cas de pratiques douteuses chez Gordon Financial Services. Mon père a publié une déclaration immédiate qualifiant les allégations d'attaques sans fondement de la part de concurrents et promettant une coopération totale avec toute enquête. 3 jours plus tard, une histoire plus dommageable a éclaté, le PDG de Gordon Financial fait face à des accusations d'agression dans un incident domestique. Cet article incluait les dossiers publics du tribunal concernant l'injonction d'éloignement et la plainte pénale. Bien que les détails fussent rares en raison des protections de la vie privée dans les cas de violence domestique, l'article confirmait que Richard Gordon avait été accusé d'avoir agressé un membre de sa famille. Mon téléphone est devenu un flux constant de messages et d'appels. Des membres de la famille élargie m'ont envoyé des SMS exprimant leur choc, leur inquiétude et, dans certains cas, leur colère envers moi pour avoir lavé notre linge sale en public. D'anciens collègues m'ont contacté pour m'offrir leur soutien ou par curiosité, selon leur caractère. Même d'anciens camarades de classe de l'université sont sortis de l'ombre, cherchant des ragots déguisés en sollicitude. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, suivant le conseil de Diana de garder un silence complet pendant les procédures judiciaires. Les seules personnes avec qui je communiquais étaient mon avocate, Michael de la division des crimes financiers et occasionnellement James pour des mises à jour approuvées sur l'enquête. À la 3e semaine, la situation s'était considérablement aggravée. Le cours de l'action de Gordon Financial avait chuté de 30% alors que les clients commençaient à retirer leurs fonds. Mon père avait été contraint de prendre un congé temporaire de son poste de PDG pendant que le conseil d'administration tentait de limiter les dégâts. Ma mère avait annulé son gala de charité annuel, invoquant des problèmes de santé familiaux. Justine m'a appelé 17 fois en une journée, ses messages passant des menaces aux supplications désespérées à mesure que la réalité de la situation devenait claire. Tu te rends compte de ce que tu as fait, exigeait son dernier message vocal. La réputation de papa est détruite. Maman ne peut plus se montrer au club. L'entreprise perd des clients tous les jours. Tout ça parce que tu n'as pas supporté une petite critique. Tu as ruiné cette famille par pure méchanceté. Ces mots révélaient à quel point il avait complètement intériorisé la vision du monde de notre père. Dans son esprit, un coup de poing au visage était une petite critique, et tenir quelqu'un pour responsable de la violence et de la mauvaise conduite financière était de la méchanceté. Justine avait toujours été le véritable protégé de notre père, non seulement en termes de sens des affaires, mais aussi de faillite morale. 4 semaines après les appels initiaux, l'impact total est devenu clair. L'enquête réglementaire s'était étendue pour inclure les autorités fiscales. 3 anciens employés s'étaient manifestés avec des preuves supplémentaires de mauvaise conduite après avoir lu les premiers articles. Un client avait déposé un recours collectif alléguant une surfacturation systématique et une fausse déclaration des performances d'investissement. Mon père a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation. L'image de lui emmené menotté a fait la une des journaux économiques nationaux. Ma mère a subi ce qu'elle a décrit comme un effondrement lors d'un déjeuner de charité, ce qui a conduit à des rumeurs de problèmes de toxicomanie qui avaient été jusqu'alors cachés. Les tentatives de Justine pour sauver l'entreprise se sont avérées vaines alors que les clients continuaient de partir et que l'examen réglementaire s'intensifiait.
le conseil d'administration a voté pour suspendre tous les bonus des dirigeants et les paiements de dividendes pendant la durée de l'enquête, coupant ainsi la principale source de revenus de ma famille. Puis est arrivé le moment que j'avais à la fois attendu et redouté. Ma mère a appelé d'un numéro inconnu, contournant mon blocage d'appel. « Nous savons que c'était toi », dit-elle sans préambule, sa voix cassante de rage et de quelque chose d'autre. De la peur, peut-être. Les avocats nous l'ont dit. Tu as fourni les preuves. Tu as trahi ta famille. Es-tu satisfaite maintenant que tu as détruit tout ce que ton père a bâti? Il l'a détruit lui-même, maman, répondis-je calmement. Par des années de pratiques commerciales douteuses et en traitant les gens comme des possessions plutôt que comme des êtres humains. Il t'a tout donné. Une belle maison, la meilleure éducation, tous les avantages. Sauf le respect, l'amour ou la dignité humaine de base. Elle pleurait maintenant, mais les larmes semblaient manipulatrices plutôt que sincères. Qu'est-ce que tu veux, de l'argent? C'est ça, le problème? Ton héritage? Je veux la responsabilité, lui dis-je. Pour les clients dont la confiance a été violée, pour les employés qui ont été intimidés et menacés. Pour chaque dîner de famille où j'ai été rabaissé et chaque réussite qui a été méprisée. Et oui, pour avoir été frappé au visage pour avoir eu l'audace de construire ma propre carrière. C'était une erreur, a-t-elle presque crié. Un moment où il a perdu son sang-froid après que tu l'aies délibérément provoqué. C'était l'aboutissement de toute une vie d'abus, l'a corrigé-je. Et ta réaction, rire au lieu de m'aider, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Il y eut un long silence avant qu'elle ne reprenne la parole, sa voix soudainement calculatrice. Tu réalises que ça t'affecte aussi, n'est-ce pas? Le nom Gordon est toxique maintenant. Ton précieux nouveau travail ne voudra pas de toi une fois qu'ils feront le lien avec ce scandale. Blackwood sait tout, l'informai-je. J'ai divulgué le conflit potentiel et l'enquête en cours avant d'accepter le poste. Contrairement à papa, je crois en la transparence et la conduite éthique. Je pouvais presque entendre sa vision du monde basculer, réalisant pour la première fois que la fille calme et docile avait eu plusieurs longueurs d'avance depuis le début. Tu as planifié ça, murmura-t-elle. Tout ça? Non, maman. C'est papa qui l'a planifié, à travers des décennies de comportements abusifs et de pratiques commerciales douteuses. J'ai juste finalement cessé de le protéger des conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment, traitant l'étrange mélange de deuil et de libération que je ressentais. La famille dont j'avais désespérément cherché l'approbation s'effondrait, leur façade soigneusement construite de succès et de bienséance s'écroulant sous le poids de la vérité. Pourtant, au milieu des décombres, je me retrouvais plus droite, respirant plus facilement. Pour la première fois de ma vie, j'avais honoré ma propre valeur au lieu de la sacrifier pour la paix familiale. Le coût était énorme, mais la liberté de l'autre côté de ce sacrifice l'était tout autant. 6 mois ont passé, chaque jour apportant à la fois des défis et des cadeaux inattendus. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble sécurisé, j'ai changé de numéro de téléphone et j'ai progressivement reconstruit ma vie selon mes propres termes. Mon père a finalement accepté un accord de plaider coupable pour éviter un procès public, plaidant coupable à des accusations réduites de voies de fait simples et de plusieurs violations de la réglementation financière. La sentence comprenait une probation, des amendes importantes et une interdiction permanente de diriger une société de services financiers. L'entreprise familiale a été vendue à une plus grande société pour une fraction de sa valeur antérieure, la plupart des recettes servant à régler les poursuites des clients et les pénalités réglementaires. Ma mère, confrontée à l'effondrement de son statut social et à une réduction drastique de son style de vie, a demandé le divorce après 36 ans de mariage. La procédure a révélé qu'elle était au courant d'au moins certaines des pratiques commerciales douteuses, mais qu'elle avait choisi de les ignorer pour maintenir son existence privilégiée. Justine a eu du mal à trouver un emploi dans le secteur financier, son association étroite avec la mauvaise conduite de notre père le rendant infréquentable pour les entreprises réputées. Il a finalement accepté un poste dans la compagnie d'assurance d'un parent éloigné dans un autre État, une importante régression par rapport à son rôle et à sa rémunération précédente. La famille élargie s'est fracturée selon des lignes prévisibles. Certains parents ont coupé tout contact avec moi, me considérant comme la méchante qui avait détruit une famille prospère. D'autres m'ont contacté en privé pour m'exprimer leur soutien, partageant parfois leurs propres expériences du comportement intimidant de mon père au fil des ans. Ma tante Jean, la sœur cadette de ma mère, m'a surprise avec un long email décrivant comment elle avait voulu intervenir à de nombreuses reprises au fil des ans,
mais qu'elle avait été réduite au silence par l'intimidation. Ce que tu as fait a demandé un courage extraordinaire, a-t-elle écrit. J'aurais aimé trouver ce courage il y a des décennies. Peut-être que cela t'aurait épargné des années de douleur. Mon propre chemin de guérison n'a été ni simple ni linéaire. J'ai commencé à travailler avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, déballant progressivement les couches complexes de mon éducation. Il y a eu des jours de culpabilité écrasante, où je me demandais si j'étais allé trop loin dans ma réponse à un seul acte de violence. Il y a eu des nuits de chagrin profond pour la famille aimante que j'avais toujours voulu mais jamais eue. Mais il y a eu aussi des moments de joie et de découverte inattendus. J'ai noué des liens plus profonds avec des amis qui m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve. J'ai redécouvert des passions et des intérêts qui avaient été mis de côté dans ma quête sans fin d'approbation parentale. J'ai appris à reconnaître ma propre valeur indépendamment de la validation externe. Ma vie professionnelle s'est épanouie chez Blackwood Financial. Loin d'être entachée par l'association avec le scandale, mes actions pour exposer la mauvaise conduite financière ont été considérées comme une preuve d'intégrité et d'engagement envers la pratique éthique. 6 mois après le début de mon nouveau rôle, on m'a demandé d'aider à développer une formation de conformité améliorée pour l'ensemble de l'entreprise. Un mardi pluvieux, j'ai reçu une lettre inattendue avec l'écriture de ma mère sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 5 pages qui commençait par des récriminations, mais qui s'est progressivement transformée en quelque chose qui ressemblait à une réflexion. Je crois toujours que tu es allé trop loin, écrivait-elle vers la fin. Mais j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le respect et la dignité. Avec le recul, je vois que ton père et moi avons souvent méprisé tes réussites et tes priorités. C'était mal de notre part. J'essaie de comprendre ce que tu as ressenti, bien qu'il soit difficile de me mettre à ta place. Ce n'était pas une excuse, exactement, mais c'était peut-être la chose la plus proche d'une introspection honnête que j'ai jamais vue de sa part. Je n'ai pas répondu immédiatement, prenant le temps de traiter mes sentiments avec mon thérapeute. Finalement, j'ai envoyé une réponse brève mais cordiale, établissant des limites claires tout en laissant la porte légèrement ouverte à une relation potentiellement plus saine dans un avenir lointain. À l'approche du premier anniversaire de ce dîner de famille fatidique, j'ai réalisé à quel point ma vie s'était complètement transformée. L'anxiété constante qui avait été ma compagne de toujours avait considérablement diminué. Le besoin réflexe de minimiser mes réussites pour éviter de menacer des égos fragiles s'était estompé. La faim désespérée d'approbation de la part de personnes incapables de la donner avait été remplacée par une véritable estime de soi. Le voyage avait été douloureux au-delà des mots. Il y avait des relations qui ne seraient jamais réparées, des liens familiaux définitivement rompus. Les coûts avaient été réels et substantiels. Mais les gains l'étaient aussi, l'authenticité, l'intégrité et la liberté d'exister en tant que mon moi entier et sans entrave. Finalement, j'ai découvert que la famille ne se définit pas uniquement par le sang, mais par le respect, le soutien et une attention sincère. La famille dans laquelle j'étais né avait échoué à ces tests de base. Mais la famille que je construisais à travers des amitiés significatives et des liens sains s'avérait bien plus nourrissante. La leçon la plus profonde était peut-être la plus simple, nous enseignons aux gens comment nous traiter par ce que nous acceptons, ce à quoi nous résistons et les conséquences que nous établissons. Pendant 32 ans, j'avais accepté le rabaissement comme le prix de l'appartenance. Le moment où j'ai refusé de payer ce prix plus longtemps a été le moment où j'ai vraiment commencé à guérir. Si vous vous êtes déjà trouvé à un carrefour similaire, pesant la loyauté familiale contre le respect de soi, sachez qu'il y a une vie de l'autre côté de ce choix difficile. Ce n'est peut-être pas la vie que vous imaginiez, mais c'est peut-être celle où vous pourrez enfin respirer. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix et vous défendre? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur l'établissement de limites et la guérison des traumatismes familiaux. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que vous méritez d'être traité avec dignité et respect dans chaque relation.